Donc, belle présentation, merci. Encore une fois, je pense que c'est le moment, c'est un besoin, peut-être une collation, parce que je sais, on est entre vous et votre dîner, ou sinon vous pouvez manger en même temps, bien évidemment, c'est toujours plaisant, faire un peu d'exercice. On va enchaîner avec la dernière présentation. Donc, je vous rappelle, après, on va avoir une période de questions, vous allez pouvoir échanger avec les conférenciers et conférencières. Donc, notre troisième conférencière, Claudia Trudel-Fitzgerald, elle est professeure agrégée en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheuse également régulière au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, ainsi que chercheuse affiliée au Lee Kum-Chun Center for Health and Happiness à l'Université de Harvard et au programme en inégalité sociale et bien-être de l'Université du Michigan aux États-Unis. Elle est également psychologue clinicienne, ainsi que co-responsable et cofondatrice de la division santé du RQPP. Euh, Elle s'intéresse au rôle des facteurs psychosociaux, donc l'optimisme, le bonheur, l'adaptation au stress, la régulation émotionnelle. Également, dans le maintien de la santé physique, la longévité, désolé, les habitudes de vie, les processus biologiques associés, et jusqu'à quel point ces déterminants psychosociaux peuvent aider à comprendre la disparité sociale en santé. Elle présentera sur être bien dans sa tête, vivre mieux dans son corps, études récentes sur le rôle de la santé mentale positive dans les habitudes de vie. À toi, Claudia. Merci beaucoup, Vincent. Avant de commencer ma présentation, je vais mettre mon chapeau là, de co-responsable et cofondatrice de la division. C'est vraiment un plaisir. Je vis beaucoup d'émotions positives actuellement de voir tout le monde réuni. Vous avez répondu à l'appel chaleureusement pour notre premier symposium, puis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai également beaucoup de gratitude pour notre animateur, Vincent, qui est le co-responsable. Là, il aurait pu s'introduire un petit peu plus, mais j'espère, Vincent, que tu le feras dans la période de questions qui est le co-responsable de la division avec moi au RQPP, et nos conférenciers, conférencières qui ont fait vraiment deux excellentes présentations très complémentaires, un volet un petit peu plus santé publique, un volet très clinique appliqué. Donc, je vous remercie beaucoup. Petite parenthèse aussi, Jean-François a été très humble, fidèle à sa nature, mais Jean-François, c'est vraiment le cœur du RQPP. Il a mené les premières activités, efforts de rassemblement et vers 2017-2018, on a créé, et peut-être un petit peu plus tard, là, la division santé ensemble du RQPP. Donc, vraiment, il fait partie des piliers de ce regroupement-là. Donc, je voulais y rendre hommage aussi avant de commencer ma présentation. Fait que je ferme ma petite parenthèse de gratitude et d'appréciation. Je vais vous parler effectivement de l'intersection entre la santé mentale positive et les habitudes de vie, mais vraiment avec un volet recherche. Donc, le troisième volet de notre symposium aujourd'hui. Pourquoi c'est important de s'intéresser au lien entre la santé mentale positive et les habitudes de vie? Mais il y a évidemment plusieurs raisons. Je vous en partage deux aujourd'hui. Premièrement, les habitudes de vie. Qu'on pense à l'activité physique, au fait de ne pas fumer, au fait de bien dormir. On sait que c'est super important pour la santé physique, pour la santé mentale au long cours. Néanmoins, il y a quand même une partie assez importante là, de la population qui ne va pas nécessairement suivre les recommandations de santé publique à cet égard-là. Donc, de plus en plus, et ça fait plusieurs années, on s'intéresse à identifier dans la recherche, c'est quoi les déterminants ou les facteurs qui vont prédire l'adoption des habitudes de vie saines. Et plus dernièrement, avec l'essor de la psychologie positive, ben, il y a différents groupes de recherche qui se sont dit, mais possiblement que le fait d'être optimiste, le fait d'être satisfait de sa vie, de vivre des émotions positives, ça pourrait être des prédicteurs ou des déterminants parmi tant d'autres. Donc, ça, c'est une des premières raisons pour venir augmenter l'adoption d'habitudes de vie saines en soi. Une autre raison que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui démontrent qu'avoir un haut niveau de santé mentale positive ou un haut niveau de bien-être psychologique, ça semble prédire le développement des maladies cardiovasculaires et vous vous en doutez dans un sens où c'est protecteur. Donc, la littérature tend à démontrer que plus on vit de la santé mentale positive et les différentes facettes de cette santé mentale-là, plus faibles sont nos risques
de développer des maladies cardiovasculaires en particulier, et les gens tendent à vivre plus longtemps. Donc, à partir du moment où on vient documenter cette association-là, ben, on va essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont plus heureux vivent plus longtemps et ont moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires? Donc, c'est une des questions de recherche là, qui nous intéresse dans mon groupe. Et on va aller voir justement, ben, est-ce que c'est parce que les gens sont plus actifs physiquement, ils s'alimentent mieux et on le sait, ces habitudes de vie-là ont des impacts substantiels sur la longévité et la santé cardiovasculaire. Donc, on remonte il y a quelques années quand même, dans les premières études qui s'intéressaient au lien entre la santé mentale positive et les habitudes de vie, les chercheurs avaient considéré les habitudes de vie vraiment séparément et les indicateurs de santé mentale positive aussi. Donc, par exemple, on avait une étude qui regardait, bien, si on est plus optimiste, est-ce qu'on a plus de chances de maintenir notre cessation tabagique? Un autre groupe de recherche a regardé, est-ce que les gens qui sont plus satisfaits de leur vie ont plus tendance à être actifs physiquement? Donc, vraiment des associations qui étaient faites un peu en silo. Or, vous savez que les habitudes de vie, ben, elles sont corrélées entre elles, elles sont synergiques. Donc, si on est plus actif physiquement, ben, on a tendance à mieux s'alimenter, on a tendance à essayer de ne pas fumer. Donc, en anglais, on va parler d'un lifestyle, qui est un mode de vie qui va venir regrouper ces différentes habitudes de vie-là. Non seulement les habitudes de vie sont corrélées entre elles, mais ils ont aussi un impact multiplicatif sur la santé, sur le risque de développer des maladies cardiaque, par exemple, sur la longévité. Donc, c'est vraiment important dans les études de les considérer ensemble et non en silo. Or, si on remonte quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'études ou très peu d'études qui regardaient est-ce que différentes facettes de la santé mentale positive, est-ce que ça peut venir prédire ce fameux mode de vie-là? Est-ce que ça peut encourager les gens à avoir un meilleur lifestyle? Donc, on a fait une étude, ça remonte on l'a publié en 2019, donc quelques années déjà, où on a regardé deux facettes ou deux indicateurs de la santé mentale positive, le bonheur et l'optimisme, pour voir si ça prédisait le mode de vie. Et pour faire cette étude-là, on a tiré profit de données qui étaient déjà collectées chez des infirmières américaines. C'est la cohorte de Nurses Health Study, et juste pour faire une petite parenthèse ou anecdote, c'est une cohorte qui a commencé dans les années 1980 auprès de plus de 100 000 infirmières qui, depuis ce temps, complètent des questionnaires à chaque 2 ans. Donc, vous vous imaginez, on a une panoplie de données sur leur comportement de santé, leur fonctionnement psychosocial, caractéristiques sociodémographiques et j'en passe. Donc, vraiment très riche d'effectuer des études et de tester des questions de recherche dans cette cohorte-là. Donc, pour le présent projet dont je vous parle aujourd'hui, on a sélectionné un peu plus que 50 000 infirmières qui avaient grosso modo 58 ans quand elles ont complété les mesures de santé mentale positive. Plus spécifiquement, elles ont complété un item sur le bonheur. Donc, il leur demandait jusqu'à quel point elles se considéraient happy. On se rappelle, c'est aux États-Unis, donc le questionnaire est en anglais. Et on a aussi eu de l'information sur leur niveau d'optimisme. À ce moment-là, les infirmières avaient complété le Life Orientation Test Revise. C'est une échelle auto-rapportée, donc un questionnaire qu'elles ont complété. C'est probablement le questionnaire d'optimisme le plus utilisé là, dans les études scientifiques qui a été bien validé. Et en fonction de leur score sur ces deux indicateurs-là de santé mentale positive, on a classé les infirmières, les participantes, selon qu'elles avaient un niveau faible, modéré ou élevé de bonheur, et la même chose pour l'optimisme. Et ensuite, à partir de ce moment-là où on a capturé leur bien-être psychologique ou leur santé mentale positive, on avait de l'information sur leurs habitudes de vie à chaque 4 ans pendant une période de 22 ans. Donc, sur 2 décennies, on était capable de caractériser si elles fumaient, leur consommation d'alcool, la qualité de leur alimentation, puis la fréquence d'activité physique. On avait aussi de l'information sur l'indice de masse corporelle, qui n'est pas une habitude de vie en soi, mais qui peut être jusqu'à un certain point corrélé avec les habitudes de vie. Donc, on a intégré ça dans notre score de mode de vie. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que comparativement aux femmes qui présentaient un niveau faible, donc c'est les sections en vert ici, de bonheur et d'optimisme, les participantes qui avaient un niveau élevé, par exemple, de bonheur et d'optimisme, avaient de 39 à 40 plus de chances de maintenir un mode de vie sain jusqu'à 2 décennies plus tard, donc jusqu'à 22 ans plus tard. Donc, le premier constat ici, c'était super intéressant pour nous de voir que le bonheur et l'optimisme s'étaient associés de façon similaire aux habitudes de vie subséquentes.
En effet, on aurait pu se dire, ben, le bonheur, c'est les émotions positives, la satisfaction de vie. Peut-être que ça fluctue un petit peu plus dans le temps, alors que l'optimisme, c'est souvent perçu comme un trait de personnalité. À notre paire de lunettes, on a tendance à voir la vie un petit peu plus rose ou un petit peu plus grise, puis ça, c'est plus stable typiquement dans le temps. Or, il semble que les deux sont associés de façon assez similaire avec les habitudes de vie. Un autre constat qui est intéressant aussi à partir de ces résultats-là, c'était de voir que peu importe le niveau de santé mentale positive, il semble avoir une valeur prédictive pour les habitudes de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que comparativement aux femmes qui avaient un niveau faible de bonheur ou d'optimisme, celles qui avaient un niveau modéré avaient aussi une probabilité plus élevée, là, de 18 à 22 de s'engager et de maintenir des bonnes habitudes de vie au fil du temps. Donc, sur le plan clinique, c'est vraiment intéressant parce que ça vient nous dire on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un niveau élevé de bonheur ou d'optimisme pour favoriser des bonnes habitudes de vie. Il semble que même quand on a un niveau modéré, qui est peut-être plus réaliste à obtenir pour certaines personnes, il pourrait avoir des bénéfices ou des gains au niveau de notre mode de vie. Dans ces études-là, sans rentrer dans les détails statistiques, on va toujours venir contrôler pour les effets des facteurs tiers ou des facteurs confondants. Dans le fond, c'est d'autres variables qui pourraient venir expliquer les associations d'intérêt. Donc, dans nos résultats, on avait contrôlé pour l'âge, le statut marital, l'appartenance raciale ethnique et le niveau d'éducation. Donc, ça veut dire que le bonheur et l'optimisme prédit les habitudes de vie sur 2 décennies, peu importe ou au-delà de ces facteurs-là. On a aussi contrôlé pour des variables de santé. C'était toutes des participantes qui n'avaient pas de maladie chronique là, dans notre étude, mais on a quand même contrôlé pour leur adhérence médicale. Donc, jusqu'à quel point elles allaient voir leur médecin. Vous pouvez vous douter que quand on se retrouve dans le bureau du médecin, on se fait parler de nos habitudes de vie, donc possiblement que ça vient influencer un petit peu ces habitudes-là. Et finalement, on a contrôlé dans nos analyses pour le niveau de symptômes dépressifs. Et ça, c'est vraiment important parce que ça vient nous dire que peu importe si les gens vivaient des symptômes dépressifs ou pas, le fait d'être plus optimiste ou d'être plus heureux ou avoir un niveau plus élevé de bonheur, ça semble prédire les habitudes de vie. Donc, ça fait écho aux présentations qu'on a eues d'Isabelle et de Jean-François qui viennent dire, ben, peu importe s'il y a des éléments de détresse psychologique, le rôle de la santé mentale positive a toute sa place et son unicité dans la santé comportementale subséquente. Un dernier élément qu'on a voulu explorer dans cette étude-là, c'était la bidirectionnalité qu'on appelle en recherche. Donc, qu'est-ce qui vient avant quoi, ou la poule ou l'œuf? Comme vous l'avez vu, notre intérêt principal ou notre question de recherche principale, c'était vraiment de voir est-ce que nos marqueurs de santé mentale positive viennent prédire dans le temps, donc subséquemment, les habitudes de vie. Or, vous le savez, vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez probablement expérimenté vous-même. Après qu'on fasse l'activité physique ou après une bonne nuit de sommeil, c'est beaucoup plus facile d'être de bonne humeur, d'avoir des émotions positives et une bonne santé mentale. Donc, la relation, elle existe aussi dans l'autre sens. Et là, grâce à toutes ces données-là qu'on a dans la cohorte des infirmières, on a été capable de tester l'association dans l'autre sens. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que oui, d'une part, les participantes qui avaient des meilleures habitudes de vie avaient subséquemment des niveaux plus élevés de bonheur et d'optimisme, mais la force de l'association était moins importante. Donc, en d'autres mots, le bien-être psychologique ou ces marqueurs-là de santé mentale positive semblent être un petit peu plus des prédicteurs des habitudes de vie que des conséquences. Et ça aussi, ça peut informer nos interventions, sur quoi on veut agir pour améliorer les habitudes de vie dans la population. Donc, avec cette étude-là, on s'était concentré sur 2 indicateurs qui sont assez unidimensionnels, si je peux dire, de la santé mentale positive. Donc, le bonheur ou le happiness en anglais, puis l'optimisme, c'est le fait de penser qu'il va y avoir plus de bonnes choses que de mauvaises choses qui vont nous arriver dans le futur. Par contre, si vous vous plongez dans la littérature de la psychologie positive, il y a vraiment d'autres indicateurs de la santé mentale positive et certains qui sont plus complexes ou qui sont multidimensionnels, comme on va dire. Et un de ceux-ci, c'est la vitalité émotionnelle. La vitalité émotionnelle, ça comprend les émotions positives, donc le bien-être plus hédonique, comme Isabelle présentait plus tôt, mais il y a aussi des éléments de s'engager envers le monde, d'être enthousiaste, puis d'être capable de bien se réguler et de se contrôler.
Et finalement, un autre exemple multidimensionnel d'indicateur, c'est la santé mentale positive qui a été bien présentée et discutée là, dans les présentations précédentes, mais qui inclut le bien-être émotionnel, donc les émotions positives, la satisfaction de vie, mais aussi le bien-être psychologique et le bien-être social. Donc, tout récemment, on a conduit une autre étude un peu dans le même genre, mais là où on a voulu justement aller voir est-ce que les indicateurs plus multidimensionnels comme la vitalité émotionnelle et la santé mentale positive peuvent aussi venir prédire le mode de vie ou les habitudes de vie subséquemment. Et c'est une étude qui a été menée par mon excellente étudiante au doctorat en psychologie, Pamela Mondragon. Donc, je lui donne crédit et je présente ces résultats qui font partie de sa thèse, en fait, en psychologie positive. Pour faire cette étude-là, on a tiré profit des données déjà collectées de l'étude longitudinale NDIT. C'est une cohorte montréalaise, québécoise. Et pour le présent projet, on avait de l'information sur 799 jeunes adultes. Donc, complètement une autre population que l'étude des infirmières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en moyenne, les jeunes adultes avaient grosso modo 31 ans quand ils ont complété les mesures de santé mentale positive. Donc, d'abord, la vitalité émotionnelle, ça a été mesuré avec 5 items. Et encore une fois, ici, on a divisé les participants selon leur niveau de vitalité émotionnelle, à savoir est-ce que c'est faible, modéré ou élevé. Et ensuite, pour la santé mentale positive, comme ça a été présenté plus tôt, on a utilisé l'échelle validée auto-rapportée, donc un questionnaire de Corey Keyes, et on a classifié les participants selon ce qu'ils avaient un niveau de santé mentale positive non florissant versus florissant. Et ici, dans cette étude, on avait de l'information sur les habitudes de vie jusqu'à 4 ans plus tard. Donc, vous voyez encore les mêmes habitudes que tout à l'heure, tabagisme, alcool, qualité de l'alimentation et activité physique. Mais on est venu aussi ajouter la qualité et la quantité de sommeil. Le sommeil qui est un comportement de santé, comme vous le savez, qui est très important pour la santé physique, mais aussi la santé mentale au long cours. Qu'on a obtenu comme résultat. D'abord, si on regarde la vitalité émotionnelle, comparativement aux jeunes adultes qui ont un faible niveau de vitalité émotionnelle, ceux qui ont un niveau élevé ont 62 plus de chances d'avoir un mode de vie sain jusqu'à 4 ans plus tard. C'était un résultat qui était statistiquement significatif. Vous voyez qu'on a encore la tendance avec le niveau modéré ici, là, comme on l'avait vu dans l'étude précédente. Néanmoins, ce résultat-là n'est pas statistiquement significatif, mais ça nous indique quand même une tendance là, qu'il y aurait des effets bénéfiques aussi quand on a un niveau peut-être un petit peu moins élevé, mais considérable là, de vitalité émotionnelle. Et quand on regarde la santé mentale positive, un peu dans le même sens, si on compare aux gens qui avaient un niveau de santé mentale positive non florissant, les jeunes adultes qui avaient un niveau florissant avaient 56 plus de chances d'avoir un mode de vie sain jusqu'à 4 ans plus tard. Donc, encore une fois, ici, intéressant de constater qu'on utilise deux indicateurs différents de santé mentale plus favorables et de façon similaire, ils vont venir prédire le mode de vie jusqu'à 4 ans plus tard chez les jeunes adultes. Dans cette étude-ci, on a aussi tenu compte de facteurs potentiellement confondants, donc les facteurs sociodémographiques que je vous ai présentés tout à l'heure, mais on avait aussi de l'information sur le sexe biologique des participants-participantes ainsi que leurs revenus. Donc ici, ça vient nous dire qu'on observe le rôle protecteur ou l'association positive entre la vitalité émotionnelle, la santé mentale positive et les habitudes de vie, autant chez les hommes que chez les femmes, ce qui est intéressant aussi sur un plan de l'intervention, parce qu'on sait qu'il peut y avoir certaines différences là, entre les sexes au niveau de l'adoption des habitudes de vie ou encore de la santé mentale. On est venu contrôler également pour différents facteurs médicaux. Donc, dans ce cas-ci, on contrôlait pour l'indice de masse corporelle, la pression artérielle, puis si les participantes avaient des maladies ou des conditions cardiovasculaires, ce qui peut venir influencer leur santé mentale, mais aussi leurs habitudes de vie. Et encore une fois, les résultats que je vous ai présentés, on les a obtenus au-delà de tout symptôme dépressif. Donc, peu importe si les jeunes adultes n'avaient pas du tout, un peu ou moyennement de symptômes dépressifs, il semble que de ressentir de la vitalité émotionnelle, puis la santé mentale positive, promouvoit les habitudes de vie plus saines là, dans les 4 années suivantes. Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que la vitalité émotionnelle et la santé mentale positive pourraient potentiellement influencer les habitudes de vie à moyen et à plus long terme? Bien, d'abord, il y a un élément qui est commun à ces deux indicateurs-là, c'est les émotions positives.
Donc, ils sont mesurés autant dans la vitalité émotionnelle que dans le volet bien-être émotionnel de la santé mentale positive. Jean-François en a bien parlé dans sa présentation, donc je vais y aller plus rondement, mais ça crée vraiment une espèce de cercle vicieux ou plutôt un cercle vertueux ou une spirale ascendante positive qui fait que plus on sent des émotions positives, plus on a le goût de s'engager dans des bonnes habitudes de vie et en retour, ça nous amène d'autres émotions positives. Donc ça sera un mécanisme commun, mais il y a aussi des éléments très distinctifs de ces deux indicateurs-là. Par exemple, dans la vitalité émotionnelle, il y a une composante que c'est de l'engagement vers le monde, le fait d'être capable de se réguler, de se contrôler, de se monitorer. Ben, il est possible de penser que les gens qui vivent plus de vitalité émotionnelle, ils ont une énergie, ils sont engagés, puis ils vont être persévérants à mettre en place des bonnes habitudes de vie, mais à les maintenir aussi dans le temps. En parallèle, plus de santé mentale positive, ça fait référence entre autres à plus de bien-être psychologique, mais aussi de bien-être social. Donc, les gens qui rapportent plus de santé mentale positive, possiblement entre autres, qui ont un meilleur sens de direction dans la vie. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, c'est quoi leurs valeurs, leur identité, leurs rôles sociaux. Donc, on peut penser que ces personnes-là, par exemple, ça fait partie de leur identité que d'avoir un mode de vie sain, c'est cohérent avec leurs valeurs, avec leur motivation pour faire un lien avec la présentation de Jean-François, mais aussi de leurs rôles sociaux. Par exemple, on pourrait penser à des parents pour qui c'est important de montrer aux enfants, donc de faire du modeling d'un bon style de vie, ça ressemble à quoi? Donc, ils vont être actifs physiquement, ils vont prendre le temps de bien préparer des repas équilibrés, etc. Donc, ça peut être une des raisons aussi qui vient expliquer comment la santé mentale positive peut contribuer aux saines habitudes de vie. Donc, pour conclure, il y a divers indicateurs de santé mentale positive qui viennent prédire les habitudes de vie à moyen terme, donc sur quelques années, mais aussi à long terme, sur plus de 2 décennies chez les adultes d'âge varié. Dans le contexte de la présentation aujourd'hui, je me suis centrée sur 2 études que je connais bien parce qu'elles ont été réalisées dans mon équipe, mais je veux vous rassurer, il y a plusieurs équipes de recherche à travers le monde qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont tendance vraiment à trouver les mêmes associations au-delà des différents facteurs tiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça permet de constater qu'il y a potentiellement une espèce de facteur commun ou de facteur latent entre ces différents indicateurs-là de santé mentale positive qui est bénéfique pour les habitudes de vie. Et le parallèle que je peux vous faire pour vous aider à comprendre, c'est quand on pense à différents exercices cardiovasculaires, que ce soit aller courir, jouer au soccer ou au tennis ou aller faire des cours de Zumba. C'est des exercices qui sont vraiment différents, mais ils ont tous un effet positif, bénéfique sur la santé cardiovasculaire. Donc, c'est possible que nos différents indicateurs de santé mentale positive, même s'ils sont différents, ils ont une espèce d'effet commun partagé dans le même sens. Comme on l'a vu, il y a quand même des effets uniques de ces différents indicateurs-là. Puis je pense que c'est important de les reconnaître, surtout si on pense en termes d'intervention. Par exemple, l'optimisme, c'est une facette du bien-être psychologique ou de la santé mentale positive qui peut être travaillée assez bien en psychothérapie, en 1-à-1. Il existe même des exercices auto-rapportés, donc que les gens peuvent faire par eux-mêmes chez eux qui viennent augmenter l'optimisme. En contrepartie, l'épanouissement, le flourishing ou la santé mentale positive, surtout avec le volet social, on peut penser que de mettre en branle des initiatives avec des organismes communautaires dans la population, avec des efforts de santé publique, ça peut aider à amener ce sentiment de cohésion-là et d'unicité plus sociale. Donc, ça va venir informer ces unicités-là des indicateurs, les types d'interventions qu'on veut mettre en place. Et finalement, il reste des questions de recherche à explorer. J'en ai parlé un petit peu brièvement, mais les mécanismes sous-jacents, qu'est-ce qui fait que différents indicateurs de la santé mentale positive prédisent les habitudes de vie chez différentes populations? Est-ce que c'est des facteurs motivationnels, de valeurs, de rôles sociaux? Ça va être à explorer dans les prochaines études. Et finalement, d'aller explorer, est-ce que ces associations-là se généralisent à diverses populations puis à des contextes particuliers? Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des études jusqu'à maintenant, pour différentes raisons, ont été réalisées dans des populations qui ont des relativement bons statuts socio-économiques ou qui sont plus dans des positions de privilège. Donc, on peut se demander est-ce que la santé mentale positive prédit le lifestyle, les habitudes de vie chez des populations autochtones qui ont été peu étudiées ou dans des contextes, par exemple, de discrimination ou de pauvreté. C'est des questions qui restent à ce jour encore à explorer. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention, puis j'ai vraiment hâte à la période d'échange et de questions pour l'ensemble des conférenciers et conférencières. Merci beaucoup.